Quand j'avais fait l'entrevue pour avoir le poste là, avec Mme Marois, sa directrice de cabinet, elle m'avait dit, elle dit, tu sais, François, elle dit, un bon rédacteur, elle dit, c'est un bon ego, mais ça n'a pas d'orgueil. Ce qu'on voit au théâtre arrive parfois à notre voisine, à notre père, à nous. Foule associe des pièces de théâtre présentées à la Bordée à ces personnes qu'on croise au quotidien. 20 pièces, 20 citoyennes et citoyens, 20 enjeux. De la transidentité au CHSLD, de la guerre centrafricaine à la vie de fonctionnaire, on vous montre comment notre communauté peut contenir tout un monde, aussi fictif que réel. Faites partie de la foule. Je m'appelle Éric Leblanc, je suis auteur et artiste multidisciplinaire. Dans cet épisode, on se concentre sur Les Marches du pouvoir, un texte de Beau Willimon, traduit par David Lorrain, présenté en 2016 à la Bordée dans une mise en scène de Marie-Hélène Gendreau. Celui qui a écrit House of Cards nous plonge ici dans la descente aux enfers de David Bellamy, conseiller de campagne pour un gouverneur qui se présente à la présidence des États-Unis. À la fois vrai et dur, cette pièce nous fait voir les coulisses du pouvoir comme un parcours rempli de requins. Mais est-ce vraiment la réalité? Pour départager le vrai du spectacle, on discute avec François Paquette, ex-rédacteur de discours pour le Parti québécois, et Charles-Étienne Beaune, comédien qui a joué David Bellamy dans la production de 2016. L'extrait qui nous met en contexte se passe alors que David a commis une erreur qui lui fait perdre son sang-froid avec un collègue ambitieux. Dave, Qu'est-ce que tu fais encore à Saint-Né? T'as pas un communiqué de presse à passer? c'est déjà fait. Ben, va en passer d'autres. Benjamin lui tend une pile de feuilles de papier. Je me demandais si tu pouvais pas regarder ça. Ça peut-tu attendre? C'est juste Oui que... ou non? On est en plein rassemblement, là. c'est un discours. De quoi? Un discours? Pour le gouverneur, un nouveau discours de ralliement. Je me rappelle pas avoir commandé un nouveau discours. Je sais, mais je me suis dit que... Tu t'es dit quoi? Ben, vu que les journalistes commençaient un peu, tu sais, à s'ennuyer... Qui c'est qui a écrit ça? Ben, c'est moi. Non, mais on change pas un discours de ralliement une semaine avant le caucus. Ben, c'est plus qu'un discours de ralliement. En fait, c'est une nouvelle approche. C'est complètement... Hey, on a passé des mois, j'ai passé des mois à travailler sur le discours du gouverneur. Chaque mot, chaque respiration, chaque pause. Tu peux pas changer un discours 7 jours avant la fin. Je dis pas que le discours du gouverneur est pas bon, là. C'est juste qu'à cette étape-ci, il est peut-être plus aussi efficace. Les journalistes entendent la même affaire depuis... Efficace? Ça nous a donné l'avance pendant 3 mois. Regarde, David, j'aimerais juste ça que tu le regardes 2 minutes, que tu me dises ce que t'en penses, même si t'es pas pour t'en servir. Je m'en servirai pas. Mais tu l'as même pas lu. Je viens de le faire. Mais t'as lu la moitié de la première page en diagonale. T'as pas compris ce que j'ai dit. Il est pas question de changer... OK, ben d'abord, tu pourrais-tu le faire lire à Paul? Il y a vraiment des bonnes affaires là-dedans. Je pense que si on intègre une coupe de passage dans le... Une autre fois, Ben. François, qu'est-ce que tu as pensé de l'extrait qu'on vient d'entendre? Ça m'a rappelé des souvenirs, oui et non. J'ai surtout constaté des grosses différences. Premièrement, moi, j'ai jamais fait un discours qui était prêt, arrangé, final, une semaine à l'avance, là. Le discours, là, il va changer. Là. J'en ai terminé là, avec mes anciens patrons, anciennes patronnes, là, des fois à 2h30 du matin pour un discours qui serait lu le lendemain matin à 8h30 parce qu'on veut toujours rien manquer, on veut s'ajuster. Puis la dernière version, c'est la version qui est dite et jusqu'à la dernière seconde, c'est la prérogative de la personne qui lit le discours de le changer, là. C'est effectivement ça, là. On le sait que les discours peuvent se changer jusqu'à la dernière seconde, mais c'est dans un moment où David, à ce moment-là, dans le spectacle, il est comme coincé parce que là, tu sais, il a fait une gaffe. Fait que là, il est vraiment pris. Là. Il est comme l'étau se resserre de plus en plus. Puis là, t'as le jeune qui vient le pousser dans le derrière puis qui fait « Hey, j'ai des autres idées. » Puis il est comme pas prêt à accepter ça. Donc, sa raison, c'est hey, « on change pas ça avant. » Sachant pertinemment qu'on peut clairement en changer un. Là. Mais c'est vraiment un moyen de défense à ce moment-là, là, dans le show, où est-ce qu'il fait justement... Non, puis il rabaisse. Puis ce discours-là est utilisé à la fin, justement, dans le spectacle. Donc, c'est vraiment... Mais oui, j'en doute même pas une seconde. Là. Puis c'était, sachant toutes ces affaires-là, le stress, on était comme...
c'est les primaires américaines aussi, là. Fait que, tu sais, eux autres sont constamment en élection. Mais il y a ça aussi. On n'a pas du tout le même rythme. Puis je pense que le rapport même au discours n'est pas le même. Aux États-Unis, un discours, c'est vraiment un gros événement. Ici, on va souvent remettre des copies aux journalistes qui vont l'analyser, qui vont regarder les différences entre ce qui est dit, entre ce qui est écrit. Ils vont en retenir quelques trucs, puis après, c'est terminé. T'sais, on a moins cette tradition-là on a eu des grands orateurs, mais on dirait que c'est un peu moins présent. T'sais, le concept d'adresse à la nation, de discours présidentiel. On dirait que notre rapport au discours n'est pas tout à fait le même qu'aux États-Unis, là. Surtout dans les primaires, on dirait qu'ils forment, c'est toute l'équipe autour. Il y a beaucoup de travail qui se fait sur l'image, sur comment on va, comment je pourrais dire, c'est comme, pas modeler, mais oui, modeler le personnage visuel, public, tu sais. Donc, tu sais, chaque mot est super important, chaque mot, fait qu'effectivement, il y a cette panique-là, je pense aussi, dans les spin doctors de ces personnes-là. Là. C'est sûr aussi qu'il faut toujours que tu essaies de contribuer à la définition de la personne puis du message que tu veux livrer, ça c'est clair. Mais quand il dit on l'a trop répété, c'est fou combien il faut répéter. Tu sais, nous autres, on vit souvent dans une bulle. On a à interagir avec des journalistes, avec des gens qui savent ce qu'ils font dans la vie, avec des militants, tu sais, avec des gens qui en mangent puis qui sont hyper informés. Mais quand on se promène dans la rue puis qu'on se rend compte que peut-être, je sais pas moi, 40% des gens qui ne savent pas qui est notre premier ministre, tu sais, imaginons à quel point il faut répéter. Tu sais, là, cette semaine, j'ai eu une pensée pour Véronique Yvon. Elle vient de faire elle travaille avec d'autres femmes élues sur un projet super important. Mais j'ai beaucoup d'estime pour Véronique, mais il y a encore énormément de gens qui ne savent même pas c'est qui. Puis ça fait une dizaine d'années qu'elle est élue puis qu'elle travaille fort. Puis c'est la même chose pour des femmes et des hommes qui sont là depuis longtemps, là. Ça fait que oui, il faut répéter, puis il faut répéter le plus simplement possible parce que le temps d'antenne aussi est limité. Tu sais, c'est presque mathématique, là. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, je pense que c'était les élections c'était-tu 2012 ou celle de 2014, où il avait calculé dans le temps d'antenne qu'il y avait eu plus de temps d'antenne sur l'analyse de ce qui se dit que de temps d'extrait. Ah ouais. Ça, c'est un peu comme si on essaye de se donner une idée de la game de hockey en écoutant juste ce qui se dit entre les périodes, puis qu'on voit à peu près pas la game. Aïe, aïe, aïe. La pièce met beaucoup en scène la rivalité, puis même la rivalité au sein de la même équipe politique. François Paquette, comment ça se passe réellement sur le terrain? La réalité au sein de la même équipe, moi, honnêtement, je ne l'ai pas vue. On a de la pression, on a tout le monde de la pression, ça c'est clair. Puis des fois, on reçoit des commentaires, il faut les prendre. Puis c'est drôle parce que quand j'avais fait l'entrevue pour avoir le poste avec Mme Marois, sa directrice de cabinet, elle m'avait dit, tu sais François, elle dit, un bon rédacteur, elle dit, c'est un bon ego, mais ça n'a pas d'orgueil. Dans le spectacle, c'est vraiment ça, c'est juste au sein des démocrates. Et on saillit, tu sais, il y a vraiment une guerre entre chacune des équipes qui représente chacun de ces représentants. De ces représentants qui veulent pousser, là, tu sais. Fait que, tu sais, nous, on en a un, mais c'est juste du côté démocrate, tu sais. Mm-hmm. Fait que, c'est vrai qu'il y a comme cette affaire-là, c'est hyper rapace entre eux autres, là, tu sais, c'est quand même fou, là. Puis quand même, ils peuvent se faire une guerre sans nom, puis éventuellement se rallier. C'est faire, bon, c'est mon ami, puis je suis d'accord avec ce qu'il dit, alors que, tu sais, avant, ça se rentrait dedans, tu sais. Comment faire progresser le cynisme politique vers quelque chose de plus sain, selon toi, François Paquette? Déjà, quand on connaît un petit peu plus quelque chose, ça aide. L'idée, c'est pas de transformer tout le monde en analyste politique, mais à un moment donné, je me disais, puis je pensais à ça en marchant, en venant ici, je sais pas, tu sais, on a parlé beaucoup du cours de culture religieuse, là, puis c'est correct, mais d'avoir un cours sur juste comment notre système politique fonctionne, comment ça s'adopte un projet de loi, on a combien de ministères, c'est quoi la différence entre un ministre et un sous-ministre, les budgets, ils vont où, tes impôts, ils servent à payer quoi, puis l'idée n'étant pas de dire « Ah, ben maintenant, je comprends tout ça, je ne suis plus cynique, là, mais au moins, tu as une meilleure compréhension. » Puis, des gens qui sont pas... Il ne faut pas confondre non plus le cynisme avec une opposition qui est saine. Tu sais, moi, je pense que c'est beaucoup plus inquiétant d'avoir des gens 95 ou 98% d'accord sur quelque chose que d'en avoir 50. Tu sais, mais ce qu'il faut, c'est aussi la capacité de débattre puis la capacité de dire « OK, je reconnais que je ne suis pas d'accord avec toi ou tu n'es pas d'accord avec moi, mais on est-tu obligé de s'insulter sur Facebook pour ça? » là? Tu sais, je n'ai jamais monté le ton avec des adversaires comme je vois des choses passer sur Facebook, là. C'est hallucinant.
Ça me... Puis le cynisme aussi, je pense, ça contribue à éloigner des candidatures de qualité, j'en suis certain. Ouais. Charles-Étienne Beaune, est-ce que tu penses que le théâtre peut aider à transcender ce cynisme-là? Oui, certainement, mais je pense que c'était pas le but de ce spectacle-là, entre autres. Mais tu sais, c'est sûr qu'il en existe, là. C'est sûr qu'il doit y avoir une parole qui va aider à assouplir cette affaire-là. Mais là, c'était vraiment En fait, c'était un peu comme Icare, là, tu sais, le parcours de David Bellamy, c'est quelqu'un qui tente trop le diable, puis à un moment donné, tu sais, ça y pète d'en face. Tu sais, le show repose vraiment sur une rencontre avec le clan ennemi. C'est quand même des démocrates, là. Tu sais, il va voir juste... Puis l'autre, il dit « Je t'offre une job ». Puis l'autre, il dit « Je le sais pas ». Puis juste le fait de dire « Je vais y penser », le met dans la marde. Parce que, tu sais, il a pas dit non. Mais juste à cause de ça, tout s'effondre, tu sais. Puis bon, c'est sûr, il y a comme toute des traîtrises, puis des affaires de même, puis sa vie personnelle qui se mêle à tout ça. Fait que, tu sais, mais effectivement, oui, il doit y avoir... c'est sûr et certain qu'il doit y avoir, mais ça serait tout un beau défi de trouver l'affaire qui pourrait justement aider à comprendre. Là. Le théâtre n'a pas à être complaisant non plus. Il y a quelque chose qui dérange, il faut le dire. Puis ça fait partie d'une parole citoyenne, d'une parole artistique, puis c'est bon. Mais un cynisme généralisé qui vient scléroser l'ensemble de la société, c'est plus dommage, parce qu'à partir du moment où tu y crois plus, tu t'impliques plus, puis à partir du moment où tu t'impliques plus, il y en a d'autres qui vont s'impliquer à ta place, puis peut-être qui ont d'autres motivations. Il y a du théâtre avec ces histoires-là où le public est confronté à un choix politique live dans la salle et se fait mentir, puis le sait pertinemment, puis il y a comme cette affaire-là, puis après ça, on leur dit, ben c'est de même, ça se passe. Il y a comme un moyen un peu de brasser les affaires. Effectivement, je pense qu'il faut pas assouplir ni dire c'est pas si grave, juste dire c'est là, puis tu sais, dealons avec, puis à toi de t'investir pour changer l'affaire. Là, Découvrez tous nos épisodes. Cherchez Foule sur votre plateforme de balado préférée. Foule, c'est plus qu'un podcast. C'est aussi une murale et un site web. Rencontrez nos citoyennes et citoyens et nos pièces à l'honneur. Rendez-vous sur foule.labordé.ca ou derrière le théâtre Labordé, coin Charest et Dorchester à Québec, pour voir la murale et sa projection nocturne. La murale prend fin le 15 mai 2021. Foule le balado, l'équipe. À la prise de son et au montage, Pamela Bisson. À la conception sonore, Mathieu Doyon. À l'interprétation des extraits de pièces, Emmanuel Bédard, Frédéric Bradet, Lise Castonguay et Mathieu Bérubé-Lemay. À la réalisation, André Chouinard. Foule le balado est une production du Théâtre Labordé et Atwood, un duo de photographes formé de Jean-François Bolduc et moi-même, Éric Leblanc. Cette production est faite en collaboration avec CKIA. Ces balados sont rendus possibles grâce au soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec et du Conseil des arts du Canada. En terminant, il est important de reconnaître que l'enregistrement de ce balado s'est tenu sur le Neon Wentio, en territoire non cédé Wendat. Faites partie de la foule.